Notre invité du jour sur notre émission Corporate Légendes et Découvertes est l'ambassadeur Amadou Diong. Diplomate de carrière, notre invité est né le 4 mai 1961 à Dakar, au Sénégal. Il est marié et père de 2 enfants. Monsieur Amadou Diong, vous avez démarré votre carrière en qualité de conseiller des affaires étrangères comme chef de division puis directeur du département Afrique-Asie du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. C'est justement dans le cadre de ces responsabilités que vous avez participé aux travaux qui ont abouti à l'opérationnalisation du mécanisme de la CEDEAO pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, au code de conduite de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, ainsi qu'à l'élaboration du protocole additionnel au mécanisme sur la démocratie et la bonne gouvernance. De 2002 à 2006, vous avez été conseiller à l'ambassade du Sénégal à Addis Abeba, où justement vous avez eu la chance de participer activement au processus de transition de l'Organisation de l'Unité africaine, ancienne OUA, en Union africaine. Sur le plan des expériences internationales, elles sont diverses et variées. Retenons que de 2006 à 2011, vous avez été fonctionnaire principal au secrétariat du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. De 2011 à 2017, coordonnateur Afrique de l'Ouest et Sahel au département paix et sécurité de l'UA. De 2017 à 2020, secrétaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Monsieur Amadou Diong, vous parlez le français, l'anglais et tout naturellement le Wolof. Vous avez été un ancien étudiant de l'École normale supérieure de Dakar, de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, section diplomatie, où vous êtes entré comme major et d'où vous êtes également sorti, major de promotion. Monsieur Amadou Diong, depuis quelques mois, vous êtes à la tête de la représentation résidente de la CEDEAO au Bénin. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Diplomate chevronné et citoyen de l'Afrique, citoyen de la CEDEAO. Merci, M. Faladé. Je suis ravi d'être l'invité de votre émission. C'est avec une chaleur fraternelle que j'ai accepté votre invitation. Ce que je puis ajouter, c'est ce qui a fait peut-être mon expérience la plus attachante dans ma vie, c'est ma carrière d'enseignant. Donc, c'est quelque chose de très, très important dans ma carrière. Peut-être que c'est ça qui m'a ouvert les portes et l'esprit de la diplomatie. Donc, j'ai été enseignant pendant 8 ans et hors de Dakar. Et à Tambacounda, donc à la frontière entre le Sénégal et le Mali, et bien sûr avec des incursions et des expériences de part et d'autre de la zone des 3 frontières, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. C'est de belles années que j'oublierai jamais. Voilà. Monsieur l'ambassadeur Amadou Diong, vous êtes le représentant résident de la CEDEAO au Bénin depuis quelques jours. Comment trouvez-vous ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui vous accueille désormais dans l'exercice de vos fonctions? Le Bénin, c'est une relation particulière. Déjà comme Sénégalais, ayant fait ses études à l'université de Dakar, ayant grandi dans un certain nombre de quartiers de Dakar, c'est pratiquement comme, pour résumer, quand je suis au Bénin, je parle à certaines personnes, je parle parfois avec mon assistante et j'ai presque envie de lui parler Wolof. C'est pour vous dire un peu ce que je ressens profondément en moi quand je suis là. Ça, c'est un aspect très affectif du fait justement de la profondeur des relations entre, je dirais, entre les peuples d'abord. Nous avons grandi dans un univers où nous avons connu des amis béninois. J'ai perdu un ami d'origine béninoise avec qui j'ai beaucoup partagé. Il est décédé
le 20 du mois dernier, paix à son âme, Christian Kenam. On a beaucoup partagé. C'est pour vous donner une idée de ce qui me lie à ce pays. C'est tout naturellement que je suis arrivé ici, donc avec beaucoup de joie et aussi d'enthousiasme, comme un militant de la cause africaine, comme un militant de l'intégration. J'ai trouvé un pays en pleine marche, parce que je n'ai pas été ici depuis peut-être une bonne, je dirais, depuis 2015, je crois, je n'ai pas été à Cotonou. Mais j'avoue que je n'ai pas reconnu la ville quand je suis revenu. Donc, il y a vraiment du chemin qui a été parcouru dans ce pays. Et nous nous en réjouissons pour nous-mêmes, pour le pays, mais aussi pour toute l'Afrique. C'est vraiment réconfortant. C'est bon à entendre. Ouais. Alors, vous avez une carrière très riche. Alors, mais nous constatons qu'elle a été beaucoup plus mise au service de la recherche de la paix et de la sécurité. Vous vous sentez toujours dans ce couloir à prêcher pour la paix et la sécurité? Bon, c'est difficile à dire parce que c'est quelque chose qui nous poursuit. Hein. J'ai l'impression que pour moi, me départir de ce manteau je dirais, de militant de la paix et de la sécurité est extrêmement difficile. Je vous donne un exemple. Chaque matin, il faut que je regarde tous les journaux de tous les pays pratiquement africains. C'est-à-dire, je suis au Bénin, mais je m'intéresse profondément à ce qui se passe en Éthiopie, à ce qui se passe au Soudan, parce que c'est des choses qui sont pratiquement, c'est dans mon ADN. Donc, je vis avec et je l'assume. Bon, c'est pas facile de m'en débarrasser. Mais quand je suis arrivé ici, effectivement, je ne sais pas ce qui vous a fait poser cette question. Mon premier réflexe, c'est comment me libérer de cette emprise de la paix et de la sécurité dans ma carrière. Parce que c'est tout ce que j'ai su faire. Bon, même si j'ai un background d'économiste, d'historien et tout, qui devrait peut-être m'amener à m'éloigner un peu plus des questions politiques pour aller vers l'économie. Mais quand je suis arrivé ici, et elle peut en témoigner, mon premier réflexe, ça a été de me dire, mais il faut que je travaille encore, je travaille ces questions-là. Et effectivement, dans mon approche de tous les jours, bien sûr, la politique, elle est toujours là. Bon, certainement que les hommes et les femmes africains donc, ont besoin de paix et de sécurité, mais les gens ont aussi besoin de pain. Et je crois que c'est aujourd'hui l'un des aspects les plus importants. Comment faire pour que les gens puissent avoir, comme disait Kofi Annan, la paix et la sécurité pour être à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Et ce sont les deux aspects donc, importants de la vie des êtres humains. Mais je crois que je vais m'y faire, je vais essayer de voir un peu plus ces aspects liés à la recherche du pain. Alors, que peuvent retenir nos lecteurs et téléspectateurs sur votre parcours professionnel de diplomate ayant servi son pays, le Sénégal, puis servi l'Afrique à travers l'Union africaine et désormais la sous-région à travers la CEDEAO? Vous savez, c'est pas facile de faire ce genre d'exercice. Mais ce qui est certain, c'est que on rend grâce à Dieu d'abord de nous avoir donné cette expérience. La chance de vivre ces moments-là. Parce que, bon, vous avez parlé tout à l'heure de la transition de l'Union, de l'OUA à l'UA, de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. Alors, ça nous a pratiquement, je dirais, comme on dit en français, l'Afrique m'a happé comme ça. Donc, je ne sais faire rien d'autre que ça. C'est tout ce que je sais faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une expérience? Je pense que le plus important dans un parcours, c'est de s'interroger non pas sur les succès, mais sur
les moments où on n'a pas été à la hauteur. Je pense que et beaucoup de nos aînés qui écrivent leur mémoire, quand on lit entre les lignes, on sent que c'est là le plus important. Une carrière diplomatique, c'est bien sûr, il y a des moments de joie, c'est-à-dire quand on conclut un accord. Pour moi personnellement, qui ai été fonctionnaire d'une organisation internationale et surtout d'un conseil de paix et de sécurité, donc mes meilleures joies, c'est quand je parviens à réconcilier deux États sur des positions, à proposer des compromis, etc. Parce que c'est ça notre rôle. Comment faire pour que nos États, dans une organisation, dans une enceinte, puissent s'entendre sur un compromis qui permette d'avancer dans le contexte de l'intégration. Bon, je retiens que simplement que j'ai eu la chance de participer à des moments exceptionnels de l'histoire du continent et de la sous-région. Alors, si vous êtes demandé de mieux présenter l'institution que vous représentez ici au Bénin, la CEDEAO, que retenir? Alors, en fait, c'est ce que je ressens, c'est lié à la question précédente. Exactement. Pourquoi? Parce que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Et dans ce traité, qui a en fait été révisé d'ailleurs à Cotonou ici en 1993, dans ce premier traité, il était question d'abord et avant tout d'intégration économique. C'est-à-dire comment, à partir d'un grand ensemble de l'Afrique de l'Ouest, arriver à une intégration économique qui permette donc d'améliorer le vécu des populations d'Afrique de l'Ouest et donc enclencher le développement de nos pays. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que au cours du cheminement, la région a été rattrapée par des questions de paix et de sécurité, donc, et de stabilité politique. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé au Libéria, en Sierra Leone dans les années 90. Ce sont des événements qui ont été déterminants dans l'avenir de notre organisation. Et c'est ce qui a amené donc au cours des années 90 nos chefs d'État à réviser le traité pour mieux faire apparaître les questions de paix et sécurité, donc qui depuis lors pratiquement nous occupent. Mais il ne faudrait pas que nous oublions que la CEDEAO est née pour répondre à un besoin d'intégration économique avant tout. Ça, c'est vraiment la CEDEAO et elle est très avancée dans cette dimension. Malheureusement, cette dimension économique est plus ou moins phagocytée ou elle est sous l'ombrage des questions politiques. Pourquoi je dis ça? Parce que mon impression personnelle en revenant à la CEDEAO, c'est de constater que nous sommes dans une organisation d'intégration qui impacte tous les jours la vie des citoyens, tous les jours. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez votre pièce d'identité, où il est estampillé CEDEAO, vous avez votre passeport, vous voyagez estampillé CEDEAO, vous traversez une frontière sans problème. Donc vous allez avec vos marchandises, vous avez une assurance CEDEAO, vous avez votre permis de conduire qui vous permet de circuler librement pendant quelque temps dans tous les pays. Et vous avez une assurance CEDEAO pour votre véhicule. Vous avez toute une panoplie de mesures et de décisions qui ont été prises par nos chefs d'État en termes de solidarité pour arriver à créer un citoyen de l'Afrique de l'Ouest, un citoyen CEDEAO. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que le citoyen de la CEDEAO ne mesure pas l'impact que la CEDEAO a sur sa vie quotidienne, qu'elle impacte sa vie tous les jours. Et je pense que c'est ce gap-là qu'il faut combler. Certes, les questions politiques, c'est important.
il nous faut la stabilité, il nous faut la paix, il nous faut la sécurité. Mais ne perdons pas de vue ce pourquoi cette organisation a d'abord été créée en 1975. En effet. Ouais. Il y a une phrase qui revient depuis un certain temps, passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Que peut-on retenir? Vous savez, toutes les organisations intergouvernementales ont cette malheureuse, malencontreuse, je dirais, ce malencontreux destin, je dirais, d'être simplement limité à une organisation intergouvernementale. Parce qu'en réalité, pourquoi nos gouvernements se mettent ensemble pour prendre des décisions? Et quand je parle de gouvernement, je parle des chefs d'État qui sont élus par les peuples et qui décident au nom de ces peuples-là. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas oublier. La décision d'un chef d'État doit impacter son peuple. Et donc, quand nos chefs d'État au sein de la CEDEAO se réunissent, s'entendent sur un traité, le signent, ça ne se limite pas au gouvernement, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est lié à la question précédente. Donc, les décisions sont prises pour impacter positivement la vie des citoyens de la région. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, social, etc. Par exemple, je donne l'exemple des nouvelles normes sanitaires et tout ça. La mise en place de l'Organisation ouest-africaine de la santé, la mise en place d'un certain nombre d'institutions, par exemple, liées à l'agriculture et tout ça. Vous avez vu un peu que la CEDEAO est en mesure aujourd'hui de faire le lien entre les zones de production excédentaires donc en matière de céréales et faire combler les déficits dans une autre région à travers deux systèmes, ou bien un système à double face, des prêts pour les zones déficitaires et bien sûr des dons en fonction des possibilités de l'organisation. Donc c'est pour vous dire que la question se pose parce que simplement nous traversons des moments difficiles, des moments d'instabilité, et ces moments d'instabilité, croyez-moi, ne sont pas liés simplement à quelque chose de, je dirais, particulier ou spécifique à notre sous-région, mais c'est toute une dimension globale, internationale, qui explique un peu aussi la situation, les situations que nous vivons. La crise du multilatéralisme, la crise des institutions internationales, elle est là et ça ne nous épargne pas. Il y a tellement de choses, en parlant de ce que vous venez de dire, les frontières, comme exemple le Nigeria, le Bénin, on a les frontières entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. On sent aujourd'hui qu'il y a... Que pensez-vous aujourd'hui? La Côte d'Ivoire n'a pas ouvert ses frontières, le Togo a ouvert ses frontières, le Bénin a ouvert ses frontières, le Burkina. Que pensez-vous de ça? Vous savez, il y a des situations très particulières et je pense qu'ici, c'est d'ailleurs ce dont on parlait la dernière fois, je ne sais plus avec qui, sur l'impact de la pandémie Covid. Les nations ont ce réflexe de se protéger en période de danger. Les nations sont comme les individus. Et il y a eu beaucoup de difficultés avec Covid, beaucoup de difficultés encore avec Ebola. Je me souviens un peu de la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée pendant de longs moments. Et bon, ce n'est pas... Et c'est prévu processus pour lequel nous nous mobilisons, pour lequel nous militons. Mais pour nous, c'est des moments passagers qu'il nous faut très vite oublier.
De mon point de vue, c'est des moments difficiles pour tout le monde, la fermeture d'une frontière. Parce que nous sommes naturellement appelés à être ensemble, à commercer, à converser et à nous mélanger. Parce que, bizarrement, nos frontières ne sont pas tellement, je dirais, ne sont pas des tracés en réalité. Parce que l'un des aspects importants dans le système des frontières en Afrique, et c'est ce sur quoi l'Union africaine a essayé de travailler dans le cadre d'un programme frontière, c'est que dans la compréhension africaine, la frontière elle est circulaire. C'est un espace ouvert. Ce n'est pas une ligne qui sépare. Ça doit être un espace ouvert commun. C'est comme ça que nous le percevons. Et maintenant, si nous avons cette perception-là, comment donc mettre en valeur nos frontières pour qu'elles effectivement représentent ce besoin de vivre en commun dans les limites de nos États. Voilà ce que je puis dire. Est-ce que les problèmes et les défis sont les mêmes dans tous les États de la communauté? Non, ça c'est sûr. Nous avons des défis communs, bien sûr. Nous sommes tous des États avec des pays, des nations qui ont du chemin à faire sur le plan du développement économique, sur le plan de la stabilité politique, parce que nous le savons maintenant, hein, avec les crises que nous avons, surtout dans le Sahel, nous savons qu'aujourd'hui, les acquis démocratiques ne sont pas irréversibles. Ça, nous l'apprenons à nos dépens. Et la CEDEAO essaie de travailler justement dans le cadre de ces différents traités et notamment de sa convention, de son protocole additionnel sur la gouvernance, donc d'essayer de sauvegarder les acquis sur le plan démocratique. Parce qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Du moins à l'échelle de nos vies, il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Voilà. Bon, pour le reste, c'est, comme je dirais, c'est une bataille de tous les jours. Maintenant, au plan économique, il y a bien sûr aussi des divergences, des différences. Les différences sont liées bien sûr au fait que certains sont orientés vers tel type d'économie, tel type je dirais, d'avantages comparatifs. Mais pour moi, c'est un avantage, c'est une opportunité. Parce qu'on met ensemble nos avantages comparatifs. Et c'est l'un des défis de cette région. Comment arriver à ce que, par exemple, nous mettions ensemble nos avantages comparatifs. Je donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a un énorme problème par rapport aux engrais, avec la situation que nous connaissons entre l'Ukraine et la Russie. Bon, alors, comment nous sortir de cette situation alors que nous savons qu'il y a des pays dans la sous-région qui produisent l'essentiel de ce dont on a besoin pour faire de l'engrais. Il y a du gaz dans la région et il y a du phosphate dans la région. Et ce sont les deux ingrédients nécessaires à la fabrication des urées et autres dérivés donc des engrais. Donc, bon, parce que les crises aussi servent à ça. Les crises servent à réveiller les opportunités. Et je pense aujourd'hui, au niveau du département agriculture de la CEDEAO, et bien sûr tout dans le contexte de la mise en réseau des industries, il y a une réflexion autour de cette question. C'est ce genre de choses qu'il faut favoriser dans le processus d'intégration. Comment est organisée une représentation résidente de la CEDEAO comme celle du Bénin? Alors, comme son nom l'indique, la première mission d'une représentation, c'est de représenter, c'est-à-dire être présent au nom d'une institution et de ce qui les dirige. Je suis là au nom de la CEDEAO et au nom du président de la CEDEAO, l'actuel, donc qui est le président Oumar Aliou Touré, donc élu en juillet de cette année. Alors, nous tendons vers la fin de cette interview. Monsieur l'ambassadeur,
quel est votre message à l'endroit de la jeunesse au regard de vos expériences personnelles et au regard des priorités de la CEDEAO face aux nombreux défis sur l'avenir du continent et notamment de notre sous-région? Vous savez, je vais vous surprendre, moi, par rapport à cette question de la jeunesse. Ma compréhension, elle est la suivante. Je me dis toujours, qu'est-ce que les jeunes pensent de nous? C'est vraiment le grand problème. Qu'est-ce que nous faisons? Et comment ils nous perçoivent? C'est vrai, nous avons une expérience, nous avons travaillé, nous avons eu à réaliser des choses, nous avons eu nos échecs et tout, nous avons eu nos succès. Mais dans tout ça, qu'est-ce que nous laissons à cette jeunesse? Qui est une jeunesse, celle d'aujourd'hui est extrêmement particulière. Elle est particulière. Elle vit dans un monde complètement chamboulé par rapport à ce que nous avons vécu. Elle vit certes dans un monde avec des opportunités, beaucoup d'opportunités, mais c'est un monde aussi qui est devenu très dangereux. Bon, opportunité parce que bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité. Bon, mais la facilité aussi, elle a un double tranchant. La facilité, elle nous permet de mettre en œuvre plus facilement nos projets et nos idées. Mais de l'autre côté aussi, si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans la facilité. Et cette jeunesse est face à beaucoup d'opportunités, mais elle est aussi face à beaucoup de problèmes. La problématique des réseaux sociaux, ça est là. Il faut qu'on en parle. Comment faire en sorte que ces réseaux sociaux puissent apporter à notre jeunesse tout le potentiel dont ils regorgent. C'est important. Il nous faut aussi arriver à comprendre et à dire à notre jeunesse une chose très importante. C'est-à-dire que l'urbanisation est l'un des premiers problèmes de nos pays. Parce que l'urbanisation a créé un sentiment de distanciation par rapport à la terre. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, contrairement à ma génération, cette génération pense à retourner à la terre. Merci, monsieur l'ambassadeur Diong. Votre mot de fin en guise de conclusion. Je vous remercie d'être venu recueillir notre modeste contribution, notre petite expérience par rapport à l'intégration africaine. Comme j'ai dit au début, c'est tout ce que j'ai su faire. Je ne sais pas faire autre chose. Et c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis là au Bénin et comme j'ai dit, je m'y sens tellement bien. Je suis là et ma famille et mon épouse et ma fille sont venues et se sont très bien sentis ici. Donc, et moi-même, je suis chez moi. Donc, et le mot de la fin, c'est que je suis heureux d'être là. Je suis vraiment heureux d'être là et d'avoir la chance de représenter une organisation aussi brillante que la CEDEAO. Quels que puissent être les défis du moment, la CEDEAO est très, très, très ancrée et elle est en avance. Alors, c'est à nous de travailler pour qu'elle devienne la CEDEAO des peuples que nous attendons de tous nos voeux. Merci. Nous avons fini cette interview. Merci de nous avoir reçus. À très bientôt.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. L'opération de dépôt des dossiers de candidature pour le compte des législatives, la polémique autour des quitus fiscaux et le bilan de la 8e législature sont entre autres sujets abordés dans les rubriques de l'émission Dimanche, c'est politique. Le compte rendu à suivre. Des jeunes béninois réunis autour des membres de l'Ordre des jeunes leaders africains échangent depuis ce samedi sur la question de l'inclusion des jeunes aux instances de prise de décision. Au terme des travaux, des recommandations et suggestions vont être formulées à l'endroit des autorités. Et puis après le département du littoral, c'est le tour de l'Atlantique qui a accueilli le concours d'art oratoire au profit des élèves ce samedi à la mairie d'Abomey-Calavi. L'initiative émane de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts et vise à jauger les compétences des apprenants et leurs connaissances sur les trésors royaux. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. 17 quitus fiscaux manquaient au dossier de candidature du Parti Les Démocrates à la date de clôture du dépôt des pièces à la Sénat. 5 parmi ces candidats ont pu se faire délivrer le 10 document à ce 5 novembre 2022. Il leur reste donc 12 quitus fiscaux à compléter. L'information a été rendue publique ce samedi à la faveur d'un point de presse animé au siège du parti à Cotonou. Nous vous proposons un extrait de déclaration du premier vice-président du Parti Les Démocrates. Le parti politique Les Démocrates a déposé son dossier de candidature à la Sénat ce mercredi 2 novembre avec 17 quitus fiscaux en moins. C'est ce qu'a affirmé le premier vice-président du dit parti au cours d'une conférence de presse animée dans l'après-midi du samedi 5 novembre. Des démarches ont été menées par les responsables de la formation politique pour remédier à cette situation. Le parti a adressé une correspondance au directeur général des impôts par exploit d'huissier pour lui faire la liste des 17 personnes qui restent dans le dossier de candidature pour valider la candidature du Parti Les Démocrates et lui a demandé de faire la situation de ces 17. Si éventuellement il en restait qui ont des situations pour que les quitus soient délivrés, que le parti prenne ses responsabilités pour régler ces situations. Je voudrais rappeler également que à la date d'aujourd'hui, nous avons 12 quitus fiscaux qui sont en manque. Il y a eu, après mercredi 2 novembre, il y a eu 5 qui ont été délivrés. Le premier vice-président du Parti Les Démocrates compte sur la sincérité de toutes les parties prenantes pour la poursuite du processus électoral. Nous voulons créditer la direction générale de la bonne foi. Je pense qu'on fera tout possible, nous, en ce qui est de notre devoir, l'administration fiscale, ce qui est de son devoir, le gouvernement, ce qui est de son devoir, pour que les partis politiques, les 8 qui ont pu déposer leur déclaration de candidature, puissent concourir. Notons que les journalistes ont cherché à avoir la liste des candidats déposés à la Sénat. Nourenoua Tchadé les a rassurés qu'elle sera publiée au moment opportun. Le premier vice-président du Parti Les Démocrates a pour conclure invité les militants à la sérénité. Dans un tout autre registre à présent, des jeunes béninois réunis autour des membres de l'Ordre des jeunes leaders africains ont échangé ce samedi à Cotonou sur la question de l'inclusion des jeunes aux instances de prise de décision. Plusieurs communications sont données pour la circonstance. Au terme de ces travaux, des recommandations et suggestions vont être formulées à l'endroit des autorités. On suit le compte-rendu avec Nafissatou Hassani et Isaac Mambo. La contribution à une meilleure représentativité des jeunes dans les appareils politiques de prise de décision, la création des espaces de dialogue intergénérationnel. Ce sont quelques axes du plan stratégique 2018-2028 de l'Ordre des jeunes leaders africains. Le dialogue intergénérationnel pour une meilleure inclusion de la jeunesse béninoise dans la gouvernance politique. C'est le thème retenu pour ce séminaire. 2 panels vont meubler les échanges. Le premier panel a pour thème « Place de la jeunesse béninoise dans la gouvernance politique, état des lieux et perspectives ». Nous avons retenu que chez certaines personnes ressources, l'inclusion de la jeunesse dans la gouvernance politique était d'actualité et continue de l'être. Par contre, chez d'autres, il faut effectivement penser à un dosage optimal
de la jeunesse dans les instances décisionnelles, même si certains mots nous sont reprochés. Tout en réitérant l'engagement du maire Luc Setondiatropo à accompagner cette initiative, Romulus Agbediekou revient sur les enjeux liés à de tels engagements. Prendre sa part active dans la gestion des affaires publiques revient à ce que vous vous engagiez aux côtés de ces personnes qui dirigent notre Afrique aujourd'hui. Il ne s'agira pas d'allumer votre lanterne, d'allumer votre ampoule et de la mettre dans vos différentes chambres. Il s'agira de sortir vos différentes lampes et de dire nous sommes capables. Mais vous ne pouvez pas rester loin et apprendre des autres. Il faut les approcher. Il faut les approcher, vous engager, contribuer au changement qualitatif de ce qui se passe de l'intérieur des différentes structures de gestion, des différents gouvernements des pays. Le président du réseau profite de l'occasion pour présenter l'institution. L'Ordre des jeunes leaders africains, en réalité, est une société scientifique panafricaine internationale engagée pour la construction de l'Afrique nouvelle, la promotion du leadership jeune et un canal d'engagement et d'intégration de la jeunesse dans les politiques publiques. Son rôle management est incarné par une direction exécutive de 23 membres, présente aujourd'hui dans plus de 45 pays avec plus de 500 membres répartis dans les 6 régions du continent africain, y compris la diaspora. Le second panel a pour thème « Rôle des partis politiques et de l'État » dont l'inclusion optimale de la jeunesse dans la gouvernance politique. Notons qu'au cours de cette séance, les meilleures approches seront retenues pour une meilleure inclusion de la jeunesse dans l'accès à la table des décisions. On parle cinéma dans cette édition. Le film Anita en avant-première ce samedi 5 novembre 2022. Au cours de cette soirée, amis, enseignants et parents sont venus soutenir le jeune réalisateur pour la projection de son œuvre cinématographique. L'ambiance qui a prévalu à l'avant-première du film avec Modeste Soutogwe et Melvin Achabi. Un public venu à l'avant-première du film Anita. Moment intense où seul retentit le silence des spectateurs émerveillés par la qualité de l'œuvre. Étant donné que nous sommes dans un domaine, dans un secteur béninois qui n'est pas assez développé, on va le dire, et avec les moyens que j'imagine que les auteurs des films ont eu, je pense qu'ils ont fait un travail qui est à saluer. Et les films étaient divertissants, les prestations aussi, donc on a passé une bonne soirée. Je suis content, on a prouvé qu'éventuellement on peut faire quelque chose de potable. L'avortement d'abord, il y a assez de conséquences. Le mieux c'est, même si les parents refusent, et je passe par ce canal-là aussi pour interpeller les parents, si leur enfant de jeune âge tombe enceinte, le fait n'est pas de la renvoyer de chez elle, non, non, non. Au contraire, de la ramener, histoire de la cadrer pour qu'elle ne puisse pas dérailler au fait. Je voudrais que vous commenciez à intégrer dans vos habitudes qu'il faut consommer béninois, mais qu'il faut consommer du bon béninois. Et que les béninois sont capables de faire du bon aussi en termes de films. On a besoin de se distraire autrement et sainement. Pourquoi vous donnez ça? Désolé, monsieur. Je veux que vous voyez la prochaine fois. Moi, c'est un court-métrage de 26 minutes qui met en lumière un fait de société. C'est tiré un peu d'une histoire vraie. Une jeune fille qui s'adonne au sexe pour des faveurs à l'école, faveurs dans la vie, pour avoir du gain facile. Ceux qui sont à la recherche du gain facile. Le réalisateur avec toute l'équipe, on s'est inspiré pour sensibiliser la jeunesse sur la dépravation sexuelle. Première projection pour ce jeune réalisateur qui permet de rêver du renouveau du cinéma béninois. Ce n'est pas le problème de financement qui va nous empêcher de continuer à faire des réalisations cinématographiques. Ce n'est pas le financement, ce n'est pas le matériel qui doit nous empêcher à poursuivre notre rêve. Je nous invite tous à continuer à travailler fort, que ça va donner. Une fiction qui mélange amour, débauche, trahison, drame, avec pour but précis, sensibiliser la jeunesse. Ah, mais effectivement, si c'est possible, on le gère.
Merci à vous, Modeste de Soutogbe et Melvina Chabi. Nous l'annoncions en titre, le dépôt des dossiers de candidature pour le compte des législatives de janvier 2023, la polémique autour des quitus fiscaux et le bilan de la 8e législature, ce sont entre autres sujets abordés dans les rubriques de l'émission Dimanche c'est politique. Les députés Sedami Medegan Fagla et Joseph Amavi Anani prononcés respectivement sur les listes de candidatures de l'Union progressiste Le Renouveau ainsi que du bloc républicain. Également, ils ont fait un bilan des activités de la 8e législature de l'Assemblée nationale à laquelle ils appartiennent. Compte rendu, Chanel de Péon. L'entretien de ce dimanche 6 novembre 2022 a reçu dans un premier temps le député Amavi Joseph Anani du parti Bloc républicain. L'invité, faisant partie du comité ad hoc de vérification des dossiers de candidature aux législatives 2023, justifie le choix de son parti de déposer les dossiers de candidature à la Sénat le dernier jour. Le dernier jour fait partie du délai qui est consacré pour déposer les dossiers. Et nous sommes restés dans ce délai et par conséquent, le débat n'a pas sa raison d'être. Vous savez, il ne sert à rien de se précipiter. Même si vous êtes un élève brillant en classe, et pour un devoir d'1 heure de temps, vous terminez en 30 minutes, il est indiqué que vous prenez le temps de relire tout ce que vous avez fait, corriger les quelques erreurs s'il y en a, afin de déposer une copie irréprochable. Pour la constitution des dossiers, plusieurs critères ont été respectés au Bloc républicain, selon Joseph Anani. Prendre en compte toute la circonscription, ne pas laisser d'espace vide qui serait occupé par l'adversaire, équilibré afin que partout où les gens seront appelés à exprimer leur suffrage, que le Bloc républicain puisse gagner suffisamment de suffrages. Mais on tient compte donc de la réalité politique de chaque circonscription électorale. Et il faut être sûr que la liste que nous déposons est la meilleure qui pourrait remporter au soir du 8 janvier. Certes, il y a eu des frustrations qui se sont exprimées. Cependant, le membre fondateur du Bloc républicain rassure que tous les militants sont disposés à accompagner le parti et les candidats jusqu'au bout. Défendant son bilan pour la 8e législature, le député Anani affirme que celle-ci est la plus productive des législatures passées. Le second entretien a pour invité l'honorable Sedami Fagla Medegan, membre fondatrice de l'Union progressiste Le Renouveau. Au regard de la liste de l'Union progressiste Le Renouveau et des alliances faites avec d'autres partis, l'absence de quelques ténors est bien remarquable. À cette question, l'invité répond. Ces adhésions n'ont pas été faites uniquement dans une intention de monter sur une liste quelconque. Ce sont des personnes qui ont été séduites par la manière dont l'Union progressiste, Le Renouveau, a continué d'évoluer en tant que parti, par l'organisation interne du parti, par la direction que nous donnons, par le management du parti qui ont décidé de nous rejoindre. Les ténors dont vous parlez, ils ont consommé d'autres responsabilités. Oui, et qu'est-ce qui vous dit que sur les listes que nous avons retenues, des militants n'ont pas été des militants de ce parti, des partis qui nous ont rejoints ou qui ont en tout cas adhéré à l'Union progressiste de Renouveau, ne sont pas positionnés. Au sujet du quitus fiscal qui aurait été problématique pour des partis avant la déclaration aux législatives prochaines, Sedami Fagla Medegan expose la stratégie de son parti. C'est une question de responsabilité. Mais si on avait un point en avance, on n'aurait pas déclaré qu'il manquait de quitus. Nous avons déclaré cela. Vous connaissez la loi aujourd'hui. La loi